disais, c'était toute une aventure de traverser l'Atlantique cette fois-ci. Un voyage que j'ai fait à plusieurs reprises, mais voilà, là, c'était vraiment quelque chose. Des gens que je n'avais pas participé uniquement ici en France. Et effectivement, c'était très compliqué d'avoir une permission de gouvernement canadien de sortir pour venir faire cette conférence ici. Alors, c'est un double plaisir pour moi donc, de vous retrouver tous, de retrouver mes collègues et amis pour cette conférence de la Républicaine. Conférence que j'ai connue d'ailleurs il y a quelques années grâce à Sylvie de l'Université qui m'avait invité donc à Anvers. C'était comme ça que j'ai connu Samuel sur les sites et tous les autres collègues de la Merci encore. Donc, dans la conférence que je vais présenter, il va s'agir à la fois de présenter le projet qui s'intitule Des arts trompeurs à la post-vérité, régime d'authenticité en contexte numérique. Donc, un projet en cours dont on nomme Arcane, si vous voulez, qui est réuni des chercheurs à l'international, donc 3 chercheurs de 3 universités différentes du Québec. L'université dont Jean-Marc Larue, qui est à l'Université de Montréal, Samuel Chenesky, qui est ici à Paris, et également Fabien Richard, qui est un tout nouveau chercheur qui vient de se joindre à nous pour cette recherche. Alors donc, comme je disais, il s'agit pour nous de relier le domaine des arts trompeurs avec, tout en ouvrant le débat sur les questions qui sont liées à la désinformation dans l'écosystème socio-numérique actuel. Et puis, Arnaud Leto nous a présenté un merveille tout à l'heure. Alors, ce projet Arcane vise à étudier les régimes d'authenticité qui prennent place dans une ère de post-vérité, soit les transformations des systèmes de vérité, d'autorité et de légitimité à l'œuvre dans les dynamiques de médiation contemporaine. Donc, ce projet international est financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, le CRSH, qui est notre grand organisme subventionnaire. Il comporte donc cette équipe que je viens d'écrire, et je salue en particulier Samuel Chenesky derrière qui l'image. Je dois dire, c'est la première fois que je fais une intervention, une conférence à l'international devant les salles masquées. C'est quelque chose. Alors, donc, c'est en travaillant sur les formes artistiques qui sont susceptibles de tromper nos sens, ou sur l'illusionnisme, par exemple, au cinéma, donc, avec des effets spéciaux, ou encore dans les arts vivants, notamment dans les spectacles de magie, que nous est venue l'intuition d'une relation à établir entre, d'une part, les stratégies de tromperie de ces formes d'art, basées sur l'illusionnisme, qui sont destinées au plaisir des lecteurs ou des spectateurs, et d'autre part, les stratégies de désinformation qui prolifèrent de façon croissante dans l'espace public actuel. Nous interrogeons donc ces questions liées au mensonge, à la tromperie et ce que Gilles Deleuze a appelé une puissance du faux, thème repris par Umberto Eco dans ses essais informatiques. Donc, les objets de recherche qui sont visés par ce projet sont situés à la fois dans le domaine des arts trompeurs, qui sont des pratiques artistiques dont ce nom, nous l'avons formé pour désigner ces pratiques qui soient historiques plus récentes ou interviennent des stratégies de tromperie et d'illusion. Et d'autre part, comme je le disais tout à l'heure, dans l'écosystème socio-numérique contemporain, où se produisent des phénomènes de désinformation qui sont engendrés notamment par la reconfiguration des dynamiques de médiation. Alors, ces deux régimes suscitent des imaginaires sociaux qu'il s'agit pour nous d'examiner en les mettant en relation pour mieux en exposer les rouages. Ce croisement entre le domaine artistique et l'écosystème informationnel, deux champs de recherche habituellement distincts, forment l'originalité de notre approche. Alors, les phénomènes dont nous voulons rendre compte ne sont pas nouveaux, car ils découlent du très ancien art du mensonge, de la dissimulation ou de la tromperie, dont les manifestations sont multiples, tant dans les fictions et les dispositifs artistiques que dans l'espace social, notamment à travers les techniques de persuasion allant de la publicité à la propagande. Et comme vous le savez, l'histoire est ancienne à partir du 19e siècle et bien sûr depuis le début du 20e siècle. Cependant, ces configurations ont pris donc tous les médias dans l'écosystème socio-numérique actuel, alors que les médias ne se remplacent pas les uns les autres, mais se cumulent dans des effets d'interdépendance et d'amplification
où les frontières, que ce soit entre les genres ou entre les médias, se brûlent. Alors, le problème, et je pense que tout le monde est d'accord. Alors, quand le problème est devenu particulièrement saillant en raison de la complexification croissante de l'environnement médiatique autour d'une croissance effrénée et exponentielle de l'information, du débordement qui en découle, de la mise en cause de nos capacités attentionnelles, comme l'a bien analysé Citton, et de la transformation des chaînes d'autorité ou des modes d'éditorialisation même qui interviennent dans l'espace public actuel. S'y ajoute un développement des technologies toujours plus raffinées dans l'art de la tromperie, notamment celle de la simulation et de l'intelligence artificielle, capable de manipuler les images, les discours et les données afin de tromper nos sens ou nos facultés cognitives en démultipliant les puissances du faux. Les images que vous voyez derrière donc, proviennent du algorithme de deep learning et donne une idée de ces personnages qui n'existent pas, donc où on est rendu la tromperie dans l'utilisation des images actuelles. Alors, d'une part, les arts trompeurs reposent sur une esthétique illusionniste se situant dans une longue filiation historique. Il se déploie en autant d'extensions de nos capacités corporelles et cognitives capables de tromper le sens. Les fictions littéraires d'abord et cinématographiques, tout comme le théâtre et les arts vivants, ont ainsi multiplié les détournements du sens et des sens afin de déjouer les attentes des spectateurs pour mettre en œuvre certaines des stratégies de la tromperie ou de la dissimulation. Mais la plupart du temps, cette mise en œuvre a été transparente. Pour commencer, elle ne cherche pas à tromper au sens de supercherie, mais à augmenter le plaisir ludique du spectateur. C'est particulièrement vrai des spectacles de magie moderne et des genres de la satire, où c'est la stratégie même de la tromperie qui fait l'objet du spectacle. Au XIXe siècle, la magie et son laboratoire d'expérimentation technique a envahi les arts du spectacle dans une posture ludique, mettant en scène, en images ou en son, des illusions, trompant les perceptions sensorielles et mettant en jeu une nouvelle écologie de l'attention. C'est dans ce terroir qu'a émergé le cinéma au XIXe siècle, fruit d'une série d'inventions techniques dont se sont emparés les artistes de la scène, notamment en intégrant les effets optiques, les miroirs ou les projections dans leur mise en scène. Ces créateurs de la scène et du cinéma côtoyaient un milieu de prestidigitateurs manipulant habilement le subterfuge ou l'imposture dont ils cherchaient à se distancier. Les magiciens frayaient ainsi avec la technoscience pour en constituer parfois le double obscur ou encore pour s'en approprier les dispositifs afin de séduire les foules ou de créer des phénomènes illusionnistes par une inventivité remarquable. Par exemple, au XIXe siècle, Robert Houdin, à la fois magicien et scientifique, a mélangé expérience scientifique, dispositifs techniques et tours de magie afin de divertir ses contemporains tout en expérimentant les techniques optiques. Dans les films de fiction, les technologies de simulation et de manipulation de nos perceptions, depuis Méliès, se trouvent au cœur des effets visuels à travers une esthétique illusionniste visant à nous faire croire à la réalité des images présentées à l'écran. Les stratégies en cause activent la suspension volontaire de l'incrédulité, pour reprendre l'expression de Coleridge, propre à instaurer le cadre pragmatique régissant l'entrée dans le régime fictionnel ou ludique, question étudiée notamment par Jean-Marie Schaffer dans son ouvrage intitulé « Pourquoi la fiction ?» Donc, des questions qu'on a brassées longuement dans le cadre des études littéraires. En peuplant l'imaginaire contemporain, les utopies et dystopies futuristes mettant en cause des questions d'identité entre l'humain et les êtres artificiels se multiplient dans les films de science-fiction, par exemple, qui sont, comme Jameson l'a affirmé, de véritables laboratoires de pensée. Parfois,
Ces formes artistiques mettent en jeu les limites de la fiction en cherchant des éléments à brouiller ce cadre, par exemple dans les jeux en réalité alternée qui se sont déployés depuis le début des années 2000, afin d'augmenter les effets de crédibilité ou d'immersion au sein de la fiction. Ces dispositifs fictionnels interrogent le devenir humain en activant les puissances du faux. Ils mobilisent les concepts de transhumanisme ou de posthumanité pour mettre en question les limites poreuses entre l'humain et le non-humain dans la filiation de l'histoire des automates. Ici, la figure du simulacre est particulièrement sollicitée, allant de l'humain de synthèse aux technologies plus récentes du deepfake. Les automates cybernétiques, dont les corps de synthèse ou les dispositifs d'intelligence artificielle sont une variante, sont donc les héritiers d'une série culturelle qui traverse l'histoire. Leur filiation symbolique se déploie depuis le riche imaginaire de la statue vivante, les mécanismes des ingénieurs d'Alexandrie dans l'Antiquité et les corps-machines de Descartes, jusqu'à la robotique, la figure du cyborg, le corps de synthèse et la vie artificielle. Les figures de l'automate peuplent l'environnement socio-technique contemporain entre recherche scientifique et prégnance de l'imaginaire qui se reflète à la fois, donc qui en reflète plutôt à la fois les promesses et les angoisses. En révélant sa profondeur anthropologique, l'automate naît d'un désir sans cesse remédiatisé de simuler le vivant en rejoignant les motifs de l'incarnation et de l'animation. Machine philosophique, il hérite du problème des rapports du corps et de l'âme qui circulent de Platon jusqu'à l'intelligence artificielle en passant par Descartes. L'automate reconduit le fantasme millénaire de transcender la condition mortelle et prolonge le rêve d'une altérité qui se joue à travers la figure sans cesse reconduite du double faite à l'image de l'homme. Alors ici un exemple donc des techniques d'image de synthèse pour reproduire un œil humain et on voit jusqu'où les puissances du fond nous mènent dans ce champ de l'image de synthèse. Alors pour faire suite, donc le deepfake, qui en est une des manifestations les plus contemporaines, est un terme qui fusionne le concept de deep learning avec celui de fake. Ce dispositif illustre bien la remarquable performativité des algorithmes dans leur capacité à tromper nos sens. Il intervient non seulement dans la manipulation douteuse de figures publiques, mais également dans le domaine de la médiation culturelle au sein de pratiques de nature culturelle. Par exemple, un extrait que je vais vous montrer où on a ressuscité récemment la figure de Salvatore Dali dans le cadre d'une exposition muséale. Greetings. I am Salvador Felipe Jacinto Dalí y Domenech, and I am back. Even though Dali's been gone for 30 years, we're using artificial intelligence to bring him back today. In order to actually train this AI to reproduce Dali's likeness, we've started with finding the right footage of Dali, and then we split that up into frames where he's looking the right way, and we pick the best frames to use for training from that.
Our system learns exactly what he looks like and how his mouth moves and how his eyes move and his eyebrows and every little detail about what makes DALL-E DALL-E. This is actually a recreated version of DALL-E. It's not a person playing DALL-E with makeup. It is actually DALL-E. We're very careful to use his words so that you learn a lot about what he thought and the way he thought. People want access to art. They want a way in. It can be through technology, through learning about the artist. Greetings. Welcome. This technology allows people to imagine for a moment that there is such a thing as immortality, to see DALL-E alive again. The whole future of DALL-E is explained in the brother painting. I saw DALL-E, but like his actual form, full figure, speaking personally to me. He was welcome into the museum, see his art, and like I still have this one. It is going to be back. He talked about the museum and his paintings. There comes a moment in every person's life where they realize they adore DALL-E. In your life, this moment will also be known as what. Un exemple d'une manifestation d'une tromperie, mais qui est, on le comprend bien, pour divertir le spectateur, pour une médiation culturelle dans ce moment. Alors, l'efficacité redoutable de telles techniques pour confondre nos sens illustre la façon dont une technologie de simulation peut à la fois être au service de la médiation culturelle et de la tromperie. Donc, selon son cadre pragmatique d'interprétation, un tel dispositif sera considéré comme relevant de la fiction ludique ou de la supercherie. Il met en jeu la question de l'intentionnalité des agents dans l'acte médiatique, mais aussi les régimes de confiance et de croyance dans lesquels il agit. Il importe donc de revisiter la filière historique en suivant le fil conducteur des changements dans les dynamiques de médiation, notamment à travers l'émergence des technologies de l'image du son, régulièrement détournées en instruments de propagande au service de la facilitation pour en éclairer les nouvelles reconfigurations dans l'écosystème numérique. Donc, je ne repasserai pas encore une fois l'histoire de la propagande et de l'usage de la radio, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, au moment où le nouveau média de l'époque est apparu et la façon dont le régime nazi, par exemple, l'a utilisé. Official intelligence anchor. This is my very first day in Xinhuang's agency. Hello, you are watching English news program. I'm AI news anchor in Beijing. Panama's participation in the ongoing China International Import Expo is showing its potential as a port of entry for China into Latin America. Alors, l'un des premiers personnages développés en intelligence artificielle pour animer un téléjournal. D'autre part, donc, la présentation que je vous ai faite jusqu'à présent est un survol très rapide des succès de recherche que j'ai fait dans le projet antérieur qui portait justement sur ces stratégies de la tromperie dans les arts. Alors, d'autre part, les puissances du faux interviennent dans la sphère informationnelle. Elles prennent racine autour des techniques de persuasion allant de la publicité à la propagande qui visent depuis ses origines anciennes chez les sophistes à convaincre, à séduire ou à exercer une influence, une domination. La mise en cause de la dynamique entre autorité et vérité caractérise l'écologie médiatique de notre époque
à travers un remodelage de ces régimes d'authenticité. Elle engendre des phénomènes croissants de désinformation et de manipulation qui multiplient leurs incidences sur nos façons de construire l'information, alors que les croyances prennent parfois la place du jugement rationnel dans l'évaluation informationnelle. Il est de plus en plus difficile de constituer un fondement commun propre à établir la pensée critique dans l'écosystème socio-numérique, tout en préservant la variété de ses expressions. Comment naviguer adéquatement dans cet espace médiatique où vacillent les frontières de l'autorité et les mécanismes de légitimité traditionnels instaurés par les institutions sociales ou encore par les cadres de validation éditoriale mis progressivement en place depuis l'invention d'imprimés. Cette problématique engage la question centrale de la crédibilité dans un contexte où une augmentation de la littératie informationnelle devient un enjeu majeur afin de contrer la désinformation à l'œuvre dans l'espace médiatique contemporain et d'en endiguer les abus. Selon notre hypothèse de recherche, on peut supposer des analogies significatives entre les arts trompeurs, que j'ai présenté tout à l'heure, et la sphère communicationnelle qui rendent perméables les frontières entre la construction des faits et leur falsification, en jouant à la fois sur les mécanismes corporels de la perception, sur les processus cognitifs mobilisés dans notre saisie du réel et sur les chaînes sociaux qui en façonnent les contours. Les institutions scientifiques ou académiques, garantes de la légitimité des savoirs, partagent à présent le même espace médiatique pluriel que celui des fictions, des fake news, des théories de la conspiration qui prolifèrent par des effets de propagation virale. Ainsi, le cadre pragmatique instituant les frontières entre les genres se brouille. Autrement dit, les dynamiques de médiation produisent d'autres effets de détournement ou d'imposture en mettant en mal le concept même de vérité pour nous faire entrer dans cette époque dite de post-vérité. Des robots informatiques jusqu'au canular, les puissances du faux prolifèrent dans un environnement en transformation où les institutions traditionnelles de légitimation des savoirs, qu'elles soient éthiques ou scientifiques, sont fragilisées. La véracité des discours est mise en cause alors que certains n'arrivent plus à distinguer la médiation d'un discours scientifique de celle d'une invention fictive ou d'un discours déceptif, souvent indiscernable. La légitimité des autorités traditionnelles qui se sont mises en place depuis des siècles, notamment par le biais des processus d'éditorialisation, jusque-là garant de l'authenticité, est elle-même ébranlée. Non pas que ces autorités soient absentes du contexte numérique actuel, mais leurs valences sont déplacées, de nouveaux acteurs entrent en jeu et en modifient les modalités. C'est dans les failles de ces structures d'autorité que les franges de la croyance s'insinuent en déstabilisant les cadres interprétatifs. Les conséquences de la désinformation varient en importance, allant du trivial, par exemple celui des errements dans la conduite automobile causés par un système GPS, j'en ai été victime ce matin, dont les directives donc ne sont pas parfaites, jusqu'au système de propagande entraînant des génocides. L'évaluation de la crédibilité de l'information intervient dans notre capacité de donner du sens à notre environnement dans les gestes quotidiens, que c'est d'interpréter des phénomènes sociaux plus larges. Elle est performative dans la mesure où elle est capable de transformer les contextes environnementaux à l'échelle des individus comme à celle des sociétés. En engageant la raison pratique, elle devient cruciale dans notre capacité à agir sur le monde. Comment décider de la conduite de nos actions mettant en jeu les mécanismes de confiance? Quelles sont les limites de l'exercice de la faculté de juger? Donc, au défi que pose l'analyse de cette situation contemporaine complexe, s'ajoute le fait qu'on ne peut plus se contenter d'un jugement établissant de façon décisive la vérité ou la fausseté d'une information isolée en elle-même. On doit plutôt mettre cette information en relation avec son contexte, analyser son pouvoir d'agir en tenant compte de sa communauté interprétative. Par exemple, nous savons qu'il est impossible de tout connaître et d'être expert dans tous les domaines. Il faut donc déléguer sa confiance, c'est-à-dire s'appuyer sur le jugement d'autrui afin de combler ses propres manques.
Ce mécanisme de délégation conditionne nos perceptions et façonne nos interprétations. Il n'est pas rare, dans ce cas, que soient mis sur un même pied donc attitude scientifique et régime de croyance. Les conditions et la nature de cette délégation de confiance sont donc à examiner attentivement. Ainsi, la crédibilité repose davantage sur un continuum aux frontières fluctuantes plutôt que sur un système binaire d'opposition entre des valeurs de vérité ou de fausseté attribuables à des faits ou à des informations. Même les faits de nature purement constative dépendent de leur contexte d'interprétation, d'une théorie qui les explique, d'un schème qui les rend compréhensibles. On connaît les jeux de sens analysés par Houston sur les actes de langage performatif, capables de créer une réalité ou d'instaurer une vérité dans l'acte même qui les annonce. Le défi contemporain de l'évaluation de l'information, sur laquelle basée la littératie informationnelle et le développement du sens critique, ne repose pas tant sur un jugement établissant la vérité ou la fausseté d'une information isolée sur elle-même, mais de sa mise en relation avec son contexte et de la validation de sa communauté interprétative reposant sur des régimes d'authenticité. Quelles sont donc les nouvelles conditions d'existence dans un espace de post-vérité en fluctuation? Comment l'environnement des médias sociaux actuels conditionne-t-il la perception des schèmes de vérité et l'espace de désinformation? Ces questions engagent la problématique de l'authenticité à travers les régimes de croyance portés par l'action des agentivités falsificatrices de l'écosystème socio-numérique. Elles interrogent également les forces performatives de ces puissances du faux, induites notamment par les algorithmes d'intelligence artificielle, comme on l'a vu tout à l'heure, capables de confondre les sens ou encore de générer les leurs d'un faux discours, d'une fausse image, d'une fausse représentation. La question de l'authenticité est évidemment inséparable de celle de la médiation, principalement quand celle-ci mobilise des technologies de reproduction ou de simulation. L'hypothèse que nous défendons donc dans ce projet est la suivante. L'authenticité qui fait que l'on croit au résultat d'une médiation correspond à une dynamique délicate qu'on appelle régime d'authenticité et qu'on peut décrire de la façon suivante. L'authenticité est le produit d'une logique triadique où une autorité d'abord atteste d'une vérité, deuxièmement grâce à la légitimité et troisièmement cette légitimité qu'elle tire de cette capacité d'attestation. On voit la boucle entre vérité et logique d'attestation ou l'autorité. Tout changement, donc, dans cette dynamique, par exemple, le changement d'autorité ou une perte de légitimité remet en cause ce qui avait été déclaré authentique. Et on le voit, entre autres, dans la façon, par exemple, lorsqu'on le disait tout à l'heure, où la science est perçue à travers cette méfiance pour la science qui s'est instaurée. Ce sont donc ces remises en cause ou ces ruptures qui provoquent les changements de régime d'authenticité. Les notions d'authenticité et d'autorité sont donc inextricablement liées, mais la nature de ces liens évolue et se complexifie. Les phénomènes tels que le travestissement par le truchement d'agentivité humaine ou non humaine expliquent le changement de régime, mais non pas la logique de l'authenticité. Peu importe ce dont il est question, que ce dont il est question soit vrai ou faux, imaginé ou démontré. Ces régimes relèvent tant de notre capacité à identifier et à rendre compte de la crédibilité des sources que de la pertinence des figures d'autorité sur lesquelles nous décidons d'appuyer notre jugement et des régimes de croyance que nous mettons en jeu dans notre action interprétative. Selon certaines vulgates, la disparition des autorités en contexte numérique aurait pour conséquence la perte des repères dans l'espace du web et la difficulté d'en valider les informations, ce qui rend de plus en plus difficile l'évaluation de leur crédibilité, faisant ainsi place à un relativisme à tout prix. Il serait plus juste d'affirmer que leur modalité se transforme alors que de nouveaux acteurs remplacent les anciens ou s'y superposent et que les plateformes dominantes du web, les fameuses GAFAM, déterminent ces nouveaux modèles d'autorité
pour en façonner les modalités. Ici, les régimes d'autorité reposent non pas sur des schèmes coercitifs, mais sur la confiance que nous leur conférons collectivement à travers nos usages quotidiens. Cette confiance repose donc sur un ensemble de dynamiques qui structurent l'espace numérique. Ces processus agissent en lien étroit avec les figures d'autorité qui en émergent. Les facteurs qui entrent en jeu traditionnellement afin de déterminer la crédibilité de l'information sont ceux de la stabilité et de la fiabilité reconnus à des autorités précises, à la fois octoriales et éditoriales. Or, ce sont ces traits qui sont parfois mis à mal à travers les flux sans cesse changeants de l'espace informationnel du numérique. Par exemple, l'algorithme de PageRank est une architecture calculatoire qui travaille derrière toute recherche faite sur Google. Dans un espace de surabondance informationnelle, cet algorithme détermine la visibilité des contenus, soit d'une certaine façon leur existence même dans l'espace collectif. Il est donc porteur d'un effet structurant et de systèmes de valeurs qui sont loin d'être neutres. Selon Dominique Cardon, le PageRank est une machine morale. Il enferme un système de valeurs donnant la prédominance à ceux qui ont été jugés méritants par les autres et déployant une volonté, faire du web un espace où l'échange des mérites n'est ni freiné ni déformé. Ce régime d'autorité repose notamment sur une quantification des citations et donc, on peut le présumer, sur la confiance en leur crédibilité en tant que signe d'autorité. Les citations prennent donc une valeur d'indice d'autorité que l'algorithme a le pouvoir de compiler. C'est dans la marchandisation de ces liens optimisés que se place la tension entre la subjectivité et les valeurs d'autorité conférées par l'algorithme de Google. Cette question met en lumière l'importance des chaînes de visibilité dans l'instauration des nouveaux régimes d'autorité au sein de l'environnement web. Face aux risques que représentent ces autorités nouvelles pour les démocraties occidentales, on le sait, de plus en plus d'États instaurent ou préparent des lois qui imputeraient aux opérateurs et propriétaires des réseaux sociaux la responsabilité de l'apparition et de la propagation de contenus problématiques. Les fake news elles-mêmes, bien sûr, mais aussi la diffusion non autorisée de données personnelles. On connaît le cas de Facebook tout récent à ce sujet. D'une part, donc, ces initiatives correctrices témoignent d'une prise de conscience bien tardive, car l'autorégulation par les réseaux sociaux de ce qui y circule ne fonctionne pas de façon satisfaisante. D'autre part, rien n'indique qu'ils pourront venir à bout des excès qu'ils combattent. Les manipulateurs, humains et non humains, qui sont à l'œuvre dans les réseaux sociaux, dont les intérêts et les motivations varient à l'infini, comme d'ailleurs les modalités de leur action, vont demeurer en partie indécelables. Ils n'auront de cesse de déjouer les enquêteurs et les algorithmes qui les pourchassent. C'est pourquoi, sans exclure cette imputabilité, on ne doit pas attendre de ces diverses mesures qu'elles mettent fin aux incertitudes et aux craintes que vivent nos sociétés. Un régime de répression verticale, du haut vers le bas, ne sera en effet efficace que si les responsables, en l'occurrence les propriétaires et les gestionnaires des réseaux, disposaient de moyens de dépistage infaillibles et si les concepts de vérité et de fausseté étaient sûrs et faisaient consensus. Et ce n'est évidemment pas le cas. La question de la falsification ou de la manipulation des données par le biais des dispositifs technologiques devient saillante dans la configuration actuelle de l'espace numérique. La contrefaçon des documents ou les arts de la falsification par des méthodes variées traverse l'histoire des médiations, mais elle prend cependant une toute autre envergure en contexte numérique en raison de la facilité à altérer les documents numériques ou à créer de faux existants, comme nous l'avons vu tout à l'heure, qui empruntent tous les traits du réel perceptuel. Le web est traversé par ces représentations fallacieuses ou épuisées en confondant parfois le réel et la fiction. Ici, il faut également distinguer entre une fiction qui se veut telle, en annonçant clairement le cadre pragmatique régissant l'entrée au régime fictionnel, et une méthode déceptive cherchant à brouiller le cadre de lecture dans l'intention de tromper.
Dans la foulée du test de Turing se dessinent de nouvelles méthodes, comme celles que tracent les bots arpentant le web, ou encore les algorithmes d'intelligence artificielle voulant simuler le fonctionnement du cerveau et plus précisément les mécanismes d'apprentissage sur le deep learning, comme on a vu tout à l'heure. On va y revenir aussi un peu plus tard. Par exemple, la compagnie DeepMind Technologies, achetée par Alphabet Inc., qui est la maison mère de Google, a donc acheté en 2014, donc compagnie spécialisée en intelligence artificielle, a créé un réseau de neurones nommé WaveNet, lequel génère des simulacres de voix humaine réalistes en modélisant directement les ondes sonores pour entraîner la machine à apprendre d'elle-même à partir d'un nombre suffisant d'enregistrements de discours réels. Et donc, la génération de discours à partir de texte est une tâche devenue commune avec des applications comme Siri, Alexa ou encore Google Assistant. On connaît tous maintenant très bien. Si une telle technologie basée sur l'intelligence artificielle permettant de falsifier complètement un discours n'est pas encore tout à fait au point, car nous pouvons encore détecter l'écart qui sépare ces modèles de discours prononcés par un être humain réel, on peut facilement anticiper sur son devenir si, dans un futur rapproché, de telles techniques entrent dans l'arsenal des méthodes déceptives pour manipuler l'opinion publique en falsifiant les discours d'un politicien connu afin de changer le cours d'une élection ou encore en altérant les archives historiques ayant valeur de preuve, en mettant en cause l'authenticité des documents pour réécrire l'histoire. Sous un régime autoritaire, de telles falsifications pourraient servir un système policier pour créer une fausse confession, par exemple, incriminant un suspect. Et ce sont des exemples qui se sont déjà produits. Donc, les bots sont des programmes informatiques dont les algorithmes permettent de générer et de diffuser de façon automatique des messages. Ceux-ci peuvent être mis au service de la manipulation politique lorsqu'ils ne s'annoncent pas comme tels et prétendent se substituer à l'énonciation d'un tel message par un être humain selon des méthodes déceptives dans une intention d'influer sur l'opinion publique. Il s'agit donc des bots politiques dont la création est assez facile alors que des applications offrent des plateformes prêtes à l'emploi. Ce qui a été fait, par exemple, lors de la campagne déjà en 2016 de Trump, où les 2/3 des commentaires qui étaient produits lors de débats étaient faits par des bots politiques. Donc, pour parvenir à des prouesses d'influence, les bots formulent avec une efficacité déconcertante des contenus textuels au mimétisme trompeur. Un lectorat non averti, donc, aurait peine à distinguer la provenance de certaines énonciations. Et maintenant, même un regard initié demande parfois l'aide d'un logiciel détecteur de flux et de mots-clics, une étape graduellement indispensable pour trier les rédactions d'humains de celles, pour trier donc les réactions d'humains de celles écrites par les bots eux-mêmes. Donc, l'adaptabilité des gabarits des générateurs automatiques de texte, couplée à l'amarrage d'une liste riche de groupes de mots prédéfinis, fonctionne de telle sorte que les bots ont l'aptitude d'autogénérer des textes variables selon l'appréciation de leur interprétation du contenu textuel ou numéraire auquel ils sont. L'usage non divulgué de générateurs automatiques de texte dans l'activité influente donc, des médias sociaux est encore en pleine croissance, mais apparaît déjà bien intégré à la dynamique de nos plateformes. Le magazine en ligne Wired a publié un article témoignant que dans un cadre officiel, certains médias traditionnels comme l'Associated Press aux États-Unis et le Canal Fox, sur son site sportif Big Ten Networks, s'adonnent dorénavant à la publication de résumés ou de rapports autogénérés sans écriture humaine requise. À l'inverse, la production textuelle par de faux rédacteurs peut servir de divertissement performatif lorsque dévoilé. Dès lors, comment distinguer le vrai du faux, vérifier l'exactitude d'une information journalistique lorsque, sans que le lectorat ne le sache, elle est créée par une intelligence artificielle, et comment le lecteur peut-il savoir quelle est l'origine de l'information? Ces systèmes d'intelligence artificielle sont donc capables de forger des fausses nouvelles, des pseudo-textes ou des pseudo-discours, de simuler les intonations de politiciens connus ou encore de falsifier les représentations visuelles ou sonores par les simulations illusoires du corps humain
notamment par le biais des techniques de deepfake que l'on a vu tout à l'heure. Donc, procédés émergents de l'intelligence artificielle qui sont appliqués dans le domaine de l'image de synthèse, donc comme on l'a vu tout à l'heure, en combinant deux sources d'images vidéo. Donc, ici un exemple. In which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. Jordan Peele created this fake video of President Obama to demonstrate how easy it is to put words in someone else's mouth. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Not everyone bought it, but the technology behind such frauds is rapidly improving, even as worries increase about their potential for harm. This is your Bloomberg Quick Take on deepfakes. Deepfakes, or realistic-looking fake videos and audio, gained popularity as a means of adding famous actresses into porn scenes. Despite bans on major websites, they remain easy to make and find. They're named for the deep learning artificial intelligence algorithms that make them possible. Input real audio or video of a specific person, the more the better, and the software tries to recognize patterns in speech and movement. Introduce a new element like someone else's face or voice, and a deepfake is born. It's actually extremely easy to make one of these things. There were just some supposed, breakthroughs from academic researchers who work with this particular kind of machine learning in the past few weeks, which would drastically reduce the amount of video you need actually to create one of these. Programs like FakeApp, the most popular and widely available for making deep fakes, need dozens of hours of human assistance to create a video that looks like this rather than this. In August, researchers at Carnegie Mellon revealed software that accurately rendered not just facial features, but changing weather patterns and flowers in bloom. This advance is not yet available to the public, but with increasing capability comes increasing concern. This is kind of fake news on steroids, potentially. We do not know of a case yet where someone has tried to use this to perpetrate a kind of fraud or an information warfare campaign, or for that matter, to really damage someone's reputation. But it's the danger that everyone is really afraid of. In a world where fakes are easy to create, authenticity also becomes easier to deny. People caught doing genuinely objectionable things could claim evidence against them is bogus. Fake videos can also be difficult to detect, though researchers around the world and at the US Department of Defense have said they're working on ways to counter them. Deep fakes do, however, have some positive uses. Take Cereproc, a firm that creates digital voices for people who lose theirs from disease. Speech synthesis is the artificial production of human speech. There are also applications that could be considered either good or bad, like the many, many deepfakes that exist solely to turn as many movies as possible into Nicolas Cage movies. Oh, hi, Mark. Alors, on voit qu'il résulte donc de ces techniques une manipulation où la personne performe une action ou prononce des paroles fabriquées qui n'ont jamais existé dans la réalité et qui ont toute cette crédibilité de la réalité. Donc, type de technique qui a été mis à l'œuvre afin de créer, par exemple, de faux vidéos pornographiques impliquant des célébrités, notamment Scarlett Johansson. En dupant les sens, ces techniques agissent comme de véritables machines à produire des faux, en jouant, une fois de plus, à la lisière de l'authenticité. C'est donc dans ce régime de la falsification porté par les algorithmes qu'il devient difficile de séparer la satire de la malignité. Dear fellow scholars, this is 2-minute papers with Dr. Carol Joana Ifeide. It is important for you to know that everybody can make deepfakes now. You can turn your head around. Mouth movements are looking great, and eye movements are also translated into the target footage. And of course, as we always say, 2 more papers down the line, and it will be even better and cheaper than this. As you see, some papers are so well done and are so clear that they just speak for themselves. This is one of them. To use this technique, all you need to do is record a video of yourself, add just one image of the target subject, run this learning-based algorithm, and there you go. If you stay until the end of this video, you will see even more people introducing themselves as me. As noted, many important gestures are being translated, such as head, mouth, and eye movement, but
But what's even better is that even full body movement works. Absolutely incredible. Now, there are plenty of techniques out there that can create deepfakes, many of which we have talked about in this series. So what sets this one apart? Well, one, most previous algorithms required additional information, for instance, facial landmarks or the pose estimation of the target subject. This one requires no knowledge of the image. As a result, this technique becomes so much more general. We can create high-quality deepfakes with just one photo of the target subject, make ourselves dance like a professional, and what's more, hold on to your papers because it also works on non-humanoid and cartoon models. And even that's not all, we can even synthesize an animation of a robot arm by using another one as a driving sequence. So why is it that it doesn't need all this additional information? Well, if we look under the hood, we see that it is a neural network-based method that generates all this information by itself. It identifies what kind of movements and transformations are taking place in our driving video. You can see that the learned key points here follow the motion of the videos really well. Now we pack up all this information and send it over to the generator to work the target image appropriately, taking into consideration possible occlusions that may occur. This means that some parts of the image may now be uncovered where we don't know what the background should look like. Normally, we would do this by hand with an image inpainting technique. For instance, you see the legendary patch match algorithm here that does it. However, in this case, the neural network does it automatically by itself. If you are seeking for flaws in the output, these will be important regions to look at. And it not only requires less information than previous techniques, but it also outperforms them significantly. Yes, there is still room to improve this. Alors donc, pour résumer, il y a à peine quelques années, en fait, il fallait une grande quantité de vidéos d'une personne connue, par exemple, pour être capable de générer par intelligence artificielle une fausse représentation. Et maintenant, c'est possible de le faire avec une simple photo. Et il y a des applications qui existent maintenant, grand public, qui permettent de faire très, très facilement des faux de cette nature. Donc, le problème n'est pas d'abord d'ordre technique, mais soulève plutôt celui de la confiance dans l'espace informationnel, remettant en cause, une fois de plus, le concept de vérité. Se construit un espace public de plus en plus en proie au leurre sous de multiples formes, porté par les jeux de langage qui se tissent entre l'humain et le non-humain. Les constructions contemporaines des mythes reposent sur les puissances d'agir des algorithmes d'intelligence artificielle capables d'influencer nos schèmes cognitifs sur le plan perceptuel et de l'interprétation dans un espace où les mécanismes de simulation sont croissants et influencent les régimes de croyance. La montée en puissance des mécanismes de désinformation est considérablement amplifiée par la puissance des réseaux. Dans une économie de l'attention où les processus éditoriaux consistent à développer, à capter plutôt le plus d'individus possible et le plus rapidement possible, la viralité d'une fake news est beaucoup plus efficace qu'un fait avéré. Dans les conditions actuelles de la médiation numérique, il est aujourd'hui de plus en plus difficile de se prononcer sur la véracité d'informations devenues trop nombreuses et trop facilement manipulables à travers les diverses stratégies et situations que nous venons d'analyser. Dans ce contexte, notre capacité individuelle à déchiffrer la crédibilité des contenus informationnels laisse place à la production de croyances retransmises instantanément via un réseau conditionné à aimer et à réagir via une activité menée assidûment par des bots. Devenue virale, la fausse information constamment répétée devient, par l'accoutumance et la fréquence, une donnée parmi les autres et finalement un fait accepté. Comme l'a affirmé Louise Merzot, le régime de l'information relève aussi de mécanismes de croyance et aucune preuve journalistique ou scientifique n'a jamais suffi à invalider une croyance.
acceptée socialement, la situation instaurée diminue la facilité de l'exercice critique pour la légitimation des contenus. Les individus sont aujourd'hui plus motivés par le partage instantané des clashs que par la construction collective des connaissances communes, et malgré, par exemple, une contribution à Wikipédia, par exemple. Donc, ces deux pratiques éditoriales impliquent des acteurs, des usages et des interfaces complètement différents. Pour l'une, ce qui importe, c'est l'expression d'une opinion. Pour l'autre, c'est la construction d'une position dans un espace de connaissance. D'un côté, donc, l'instantanéité d'une réponse à un impact cognitif simple. De l'autre, la durée d'une réflexion argumentée par des références complexes et précises. Et ici, j'aimerais souligner la part de mon collègue Samuel Janeski dans cette réflexion que nous avons faite ensemble. Donc, ces deux approches sont-elles conciliables? Et comment envisager de nouvelles interfaces qui pourraient contribuer à augmenter la littératie numérique et la capacité critique? Comment légitimer les savoirs et les nouveaux régimes d'autorité à l'œuvre? Et comment contribuer à contrer la montée en puissance des mécanismes de désinformation? Alors, je pourrais dire que toutes ces questions demeurent en suspens, bien sûr. J'ai passé ce temps qui m'a été dévolu davantage à exposer un certain nombre de problématiques autour de la question de désinformation plutôt que de donner des solutions, parce que je crois que ces solutions ne sont pas simples du tout. Et je pense qu'à travers toute cette conférence, nous aurons l'occasion de croiser en tout cas, des tentatives de méthodologie ou de solutions à ce problème qui nous occupe tous, évidemment, considérablement. Alors, sur ce, je vous remercie et je peux prendre les questions s'il y en a dans la salle. Merci beaucoup, René, pour cette présentation extrêmement dense, très dense. Je me souviens, il y a très longtemps, de tes deux collègues, Daniel Talman et Nadia Magnon-Talman, qui avaient défrayé la chronique en faisant la première Marie-Lise Moreau de synthèse, et puis aussi, bien sûr, Jean-Pierre Balpe, qui faisait ses générateurs de texte il y a déjà 30 ans. Nous voilà aujourd'hui parvenus bien loin. Merci pour cette présentation. Donc, je vais tout de suite passer la parole à la salle. Donc, il y a plein de questions partout. J'ai la chance d'avoir le micro. Ah, très bien. Super. Il y avait une question là-bas. Bon, alors bon, je vais essayer. Merci pour cet exposé. Hein. Je suis un petit peu embêté parce qu'il y a à la fois des choses avec lesquelles je suis tout à fait d'accord, le lien entre autorité et légitimité, et d'autres avec lesquelles je suis vraiment en désaccord. Mais je ne sais pas si on pourrait. Par exemple, moi, je ne crois absolument pas que les réseaux sociaux accroissent d'aucune façon, si tu veux, les risques de propagande, de fascisme, de contre-vérité. Je veux dire, on a connu Mussolini, Hitler, la Syrie, il n'y a pas besoin de technologie. Et je pense plutôt que souvent les réseaux sociaux aujourd'hui, si tu veux, vu la force des médias qui sont possédés exclusivement par les grands groupes financiers, sont une des rares alternatives pour s'exprimer différemment, même si actuellement, ils procèdent à une censure terrifiante dès que tu n'es pas dans le contexte sanitaire, par exemple. Alors, moi, ce qui m'embête plus, c'est la référence constante à Gérald Bronner. Tu sais, Gérald Bronner, il est vraiment porteur d'une idéologie, si tu veux. Alors, on est en Europe, tu sais, on est toujours un peu plus politisé. Hein. Une idéologie qui n'est vraiment pas neutre. Hein. C'est quelqu'un qui croit que nous n'avons pas de rationalité. Nous sommes complètement pris par des biais cognitifs en permanence et qu'il faut corriger ces biais cognitifs. Et tu sais, c'est ce genre de personnes qui sont à l'origine des nudges qui sont très à la mode actuellement dans le gouvernement français. Je crois que c'était pareil chez Obama. Hein, les nudges, nous, ils avaient pendant la crise sanitaire. C'est cette idée que, quand on ne peut pas vraiment nous expliquer, ben, il faut nous pousser gentiment à faire les choses par conditionnement. C'est comme ça qu'on BVA Nudge, tu sais, enfin, une société de publicitaires en France, ont été consultés par le gouvernement pour nous faire notre attestation de sortie autosignée, quelque chose d'extraordinaire qu'on a eu en France, en Europe, tu vois, pour nous conditionner petit à petit. Donc Bronner, il fait vraiment partie de, tu vois, c'est pas du tout neutre, ces débats-là. Il fait partie de ces gens qui pensent qu'on a des biais cognitifs inconscients et qu'il faut, grâce à son super savoir, si tu veux, parce que lui, il sait ce que c'est que la vérité. Hein. Moi, je pense qu'aujourd'hui, personne ne sait ce que c'est que la vérité dans ces moments d'incertitude, mais lui, il sait qu'il faut nous rééduquer. Tu vois. Donc, ça, c'est un gros problème. Et le plus grave, si tu veux, comme tu le cites en permanence, c'est qu'il est à la tête d'une commission qui vient d'être mise en place par le gouvernement Macron. Dans cette commission,
public qui donne des leçons en permanence, par exemple, à un collègue, un directeur de recherche en sociologie, qui s'appelle Laurent Micheli, qui a eu le malheur de dire qu'il y avait des effets secondaires sur les vaccins. Donc, M. Bronner a fait, je ne saurais pas, un article dans Le Monde dans lequel, voilà, il est vraiment insultant face à ce collègue. Le CNRS s'est aligné. Et alors, l'argument principal, c'est que tu n'as pas le droit de parler d'un sujet dont tu n'es pas le spécialiste. Ça rejoint tout à fait ce que tu dis sur autorité-vérité. Et qu'est-ce que fait ce monsieur Bronner? Il fait une commission sur des questions de fake news, de médias, dans lequel il n'y a pas un seul chercheur en cible. Tu vois? Donc, on est vraiment dans une forme de tartufferie. C'est des espèces d'intellectuels de cours. Et si tu veux, le fait que tu cites en permanence ce monsieur, sans bien tu vas saisir les sous-entendus idéologiques et son engagement aujourd'hui dans le débat que nous, on vit en France, tu vois, dans la crise sanitaire, pour moi, c'est très problématique. Donc, tu as 2 points. D'abord, le fait que je ne crois pas du tout que... et alors, juste un dernier point, parce que nous, on a un chercheur dans le laboratoire qui s'appelle Denis Tessou, qui est le responsable du lab de l'AFP, qui développe un super logiciel de traçage des images. En fait, ce n'est pas le plus compliqué, les fausses images. Parce que face à l'intelligence artificielle qui trompe, il y a une autre intelligence artificielle qui surveille, tu vois. Les vrais problèmes, ce sont les problèmes sociopolitiques auxquels on est confronté aujourd'hui et qui n'ont pas malheureusement attendu les nouvelles technologies. Qui aujourd'hui, ce sont les grands groupes du CAC 40 qui tiennent la presse, c'est les alliances, tu vois, c'est autant important que ces histoires de technologie. Je vais commencer par la question de Gérard Bronner. Alors, je ne suis pas ici pour prendre la défense de Gérard Bronner. Premièrement, c'est une des sources parmi d'autres. Évidemment, j'en ai mis quelques-unes en citation parce que je pense tout de même qu'il a fait une réflexion très élaborée sur le phénomène qui nous occupe aujourd'hui. Il a fait et puis aussi, lorsque tu parles de la rationalité, c'est quelqu'un qui et encore une fois, je ne veux pas prendre sa défense du tout, mais il a mis vraiment de l'avant le fait justement que ce n'était pas tant des irrationalités à lesquelles on faisait affaire, que les gens qui vont tomber, les gens très normaux qui vont tomber dans les extrémistes, par exemple, le font avec des systèmes de pensée qui sont tout à fait légitimés, dans une vision du monde qui leur appartient. Donc, on a des oppositions entre des visions du monde. Je sais que Gérard Bronner, je l'ai appris très récemment, a été nommé justement président d'une commission. Je ne peux pas me pencher là-dessus, évidemment, je le regarde de l'extérieur aussi. Je ne suis pas dans la politique française de la même façon que vous, mais je peux simplement dire que avec ce sujet de recherche qui m'intéresse, M. Bronner a dit des choses que je pense tout à fait pertinentes et comme tout intellectuel, bien sûr, il va suivre le front de la critique et c'est normal aussi. Donc, c'est pour la première question. La deuxième, concernant les réseaux sociaux, l'importance des réseaux sociaux. Je dirais effectivement, je ne suis pas d'accord avec vous sur l'influence de ces réseaux sociaux. Je pense qu'ils sont considérables et même si on regarde l'histoire de la propagande, si on recule dans tous les nouveaux médias qui sont arrivés à différentes époques, même à partir de l'arrivée du télégraphe jusqu'à la radio, on voit, et ce projet, d'ailleurs, évidemment, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais on étudie, donc, avec un historien qui est avec nous, on étudie ces phénomènes de détournements sociaux qui se sont passés finalement à chaque arrivée d'un nouveau média. Ce qui n'est pas nouveau, c'est que ça s'est passé aussi lorsque la radio est arrivée, ça s'est passé lorsque la télévision est arrivée. Il y a toujours eu une influence importante de la façon dont la communication et les médiations se produisaient. Et aujourd'hui, évidemment, avec les réseaux sociaux, oui, avec les réseaux sociaux, donc, on a des configurations nouvelles, inédites. Mais je ne dis jamais que ce sont les seuls. Et un très particulier de notre espace, justement, c'est une complexification médiatique très grande à laquelle participent la télévision, les journaux, la radio. En fait, sur le signe de l'intermédiarité, l'idée de dire qu'un média aussi n'en remplace pas un autre, mais vient plutôt cumuler ses effets sur d'autres médias qui existaient auparavant. Et donc, encore une fois, de la presse écrite du 19e siècle jusqu'à maintenant. Et là, ce qui caractérise donc notre époque, c'est une complexification à l'extrême et aussi une fragilisation à l'intérieur même des médias de la légitimité des informations. Alors, voilà pour vos questions. Merci. Bonjour Thierry, merci beaucoup pour cette intervention passionnante. Vous dites que ça ne date pas d'aujourd'hui, la tromperie, l'utilisation, et vous vous enracinez cette tentation. Non,
excusez-moi. Vous enracinez cette tentation de la dissimulation de la tromperie dans les arts du vivant, et vous dites avec en arrière-plan une sorte d'obsession, celle de la constitution d'un double obscur. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce double obscur, d'une part? Qu'est-ce que c'est que ce double obscur pour vous? Mais surtout, pourquoi cette obsession de constitution chez l'homme d'un double obscur? C'est une question assez passionnante, effectivement, ce double obscur qui se présente, je dirais, sous plusieurs formes. J'en ai parlé lorsque j'ai montré, par exemple, cette idée d'une représentation du vivant, d'une altérité qu'on poursuit depuis les statuaires grecs, finalement, depuis Pygmalion, qui se retrouve dans le dispositif de deepfake. Et aussi cette question du double obscur qui m'intéresse particulièrement sur un tout autre plan, qui est celui du frayage constant entre la technoscience, et on le sait, et par exemple les techniques qu'on dit irrationnelles ou les visions du monde irrationnel. Alors on a l'impression évidemment avec les lumières qu'on avait balayé du revers de la main tout ce qui tenait de l'obscur. Hein. On sait par exemple que même Descartes qui s'opposait à l'époque à d'autres théories, même à Descartes, on imaginait une sorte de système de communication par tourbillon, parce qu'il ne voulait pas absolument endosser une théorie d'influence à distance qui venait des forces obscures, comme vous savez, donc qui venaient des ésotérismes de l'époque. Alors la science a toujours essayé de frayer son chemin pour, dit-elle, éclairer le monde, alors qu'il y avait toutes ces zones d'obscurité dans lesquelles elle a émergé. Alors, je vous dis, c'est une question aussi qui m'intéresse énormément. Je me suis intéressée au spectacle de magie, notamment à travers mon collègue Jean-Marc, mais aussi pour découvrir justement ce frayage qu'il y a eu constamment. Et aussi qu'au 19e siècle, ça a été particulièrement fort, hein, toute cette question du média, qu'on considérait, on faisait un lien entre le médium dans le sens du moyen de communication et le médium dans le sens spirit du terme. On avait même inventé le télégraphe spirit, c'est ça, au 19e siècle, et puis Thomas Edison, qui avait travaillé sur une machine à communiquer avec les morts, à partir donc du moment où au 19e siècle, on voit qu'on peut divorcer un corps de sa source. Un premier message télégraphique envoyé entre New York et puis Londres en 1840. Vous pouvez imaginer ce que ça pouvait susciter dans l'imaginaire. Donc, si on peut capter des voix qui viennent de l'océan, pourquoi pas la voix des morts? Et tout ça pour dire que l'histoire des médias, depuis l'invention de l'électricité, a toujours suscité ce que j'appellerais ce double obscur, où il a toujours alimenté. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de l'imaginaire humain depuis toujours. Il va nous suivre finalement constamment. Alors, une fascination, par exemple, du côté du personnage de Synthèse, une fascination se retrouve maintenant couramment dans le cinéma. Et je pense que notre époque, c'était le monde, justement, est-ce que j'appellerais ça une faillite de lumière? Il y a certainement une faillite d'une certaine pensée qui voulait que la rationalité, dans sa puissante montée, allait effacer toutes les ondes d'irrationalité, toutes les croyances obscures. Et on voit que non, ce n'est pas vrai, justement. Ils n'ont jamais été si forts qu'à notre époque. Et donc, voilà pour le double obscur. En vous entendant, juste une réaction, en vous entendant associer, parler du frayage entre technosciences et techniques irrationnelles, et avec ce concept de double obscur, je ne peux pas m'empêcher, avec l'irrationalité, de penser à la psychanalyse, parce que, au fond, le double obscur pour la psychanalyse, c'est l'inconscient, c'est le grand autre. Est-ce qu'au fond, cette tentative de créer un double artificiel n'est pas une tentative d'exosomatiser et de matérialiser l'inconscient lui-même? Je n'irai pas jusqu'à là. Je peux vous dire, je ne suis pas très freudienne, alors que je sais comment Freud a eu
un pouvoir très grand en France sur les intellectuels et tout. Mais il reste que Freud est quand même une figure intéressante dans cette histoire des sciences, dans cette espèce de feuillage entre l'histoire des sciences, l'histoire des médias, l'histoire des croyances, parce qu'il a lui-même parlé de la figure du Bouddha, toute je cherche l'étrangeté, la familière étrangeté de Freud, son allusion par exemple à Hoffmann, au double de Hoffmann, et tout ça, on le retrouve comme une figure importante justement, puis encore une fois, pour rappeler la période où Freud était justement tout ce fameux double obscur, l'inconscient, etc. On sait comment ça tournait dans l'époque de Freud largement, mais ce qui est moins connu, c'est l'importance ou le rôle des médias dans l'imaginaire pour créer ces effets donc des technologies tout à coup qui arrivaient par l'électricité, qui faisaient croire presque finalement, encore une fois, au miracle, qui faisaient croire aux forces irrationnelles. Hein. Et puis ça a été utilisé notamment dans les spectacles d'énergie, alors qu'on voyait des gens léviter du sol. Pour cette époque, bon, maintenant on connaît un peu plus l'électromagnétisme qu'à l'époque, mais à l'époque, dans un spectacle, quand on voyait quelqu'un se lever, c'était une force magique. Et puis donc, ce n'est pas si loin de nous. Et j'ai envie de dire que pour beaucoup, les technologies actuelles sont des forces magiques à bien des égards. Alors, il n'y a pas eu d'arrêt, c'est une continuité entre deux volets. De là à dire qu'on expose l'inconscient, je préférerais un nouveau vocabulaire pour la chose. Merci pour ces échanges très riches. Malheureusement, on est déjà en retard. Si on veut prendre un petit café pour se réchauffer, je vous invite à échanger directement avec René. Votez pour le café. Merci, à tout à l'heure.